Bonjour. L'objectif de cette vidéo, c'est de jeter un coup d'œil sur la question des travaux de laboratoire dans le cadre d'un enseignement à distance, justement. Eh bien, on peut parler en gros de trois modes de laboratoire. Il y a le laboratoire pratique conventionnel qu'on connaît et où tout se passe dans le laboratoire de l'institution avec du matériel réel, avec un encadrement présentiel. Mais on peut trouver aussi de laboratoires à distance où l'étudiant de chez lui, par exemple, il va se connecter par Internet à un équipement qui se trouve dans le laboratoire et où il exécute les travaux demandés. On a encore une autre option, c'est le laboratoire virtuel qui est basé sur l'utilisation de logiciels et d'applications qui simulent le comportement d'un système ou d'un processus et sur lequel l'étudiant peut conduire les travaux demandés. Si on jette un coup d'œil comparatif sur ces trois modes, on voit sur ce tableau un peu les points forts de chacun de ces modes qui est mis en rouge en quelque sorte. Puis si on résume les avantages de chacun, dans le lab pratique ou conventionnel, on va trouver la crédibilité et la confiance dans les résultats, le fait qu'on exerce un contrôle sur de la réalité, sur des matériels réels. Et l'avantage aussi, c'est de manipuler directement des équipements réels et concrets. Dans le lab à distance, on manipule aussi de l'équipement réel et donc on va retrouver la crédibilité et la confiance des résultats, mais on a davantage aussi le coût réduit et la flexibilité de la planification puisque on n'a pas de contraintes de local, de mobilisation de personnel, etc. Le lab virtuel, il se distingue par le coût réduit que ça implique, les risques faibles parce qu'on ne manipule pas des instruments, des objets qui risquent de briser, et puis on a une flexibilité aussi très intéressante dans la planification et la programmation. Alors vous comprenez que avec ces trois modes, l'idéal c'est l'hybridation, ça veut dire la combinaison des trois modes de manière optimale, de manière à tirer profit des avantages de chacun et à répartir le temps d'une manière à réduire aussi les coûts et le temps de mobilisation des espaces et de personnel. Il y a eu des études sur les apprentissages par les travaux de laboratoire et je vais me référer à une méta-analyse qui a analysé plusieurs études en même temps et qui a ressorti que les apprentissages réalisés par les travaux de laboratoire se résument en ces 6 points. Les connaissances et compréhensions, c'est le plus important, mais l'habilité de recherche, l'habilité pratique, la perception, l'engagement, l'habilité d'analyse et la communication sociale et scientifique. La plupart des études analysées montrent que les apprentissages réalisés par les travaux de laboratoire non conventionnels, donc virtuels ou à distance, sont égaux ou supérieurs même aux apprentissages obtenus par les travaux de laboratoire classiques, donc conventionnels. Ça, c'est un résultat un peu surprenant, mais très intéressant. Et pour l'analyse des apprentissages, la composante la plus importante, c'était les connaissances et compréhension. C'est elle qu'on va tester en premier lieu. On va s'intéresser aussi à la perception et l'intérêt que manifeste l'étudiant pour la science ou la technique pour laquelle il fait ses travaux de laboratoire. Et puis, seulement quelques études pointent la limite du développement des habiletés pratiques dans le cas de laboratoire virtuel ou à distance. Si on arrive maintenant aux alternatives au laboratoire conventionnel, eh bien, je vais me référer dans un premier temps à un projet de laboratoire à distance, qu'on appelle aussi Remote Laboratory. Vous avez un lien qui vous montre un peu un exemple de ce laboratoire-là. Et le projet a été conduit avec 3 cégeps et qui ont développé avec l'ETS d'ailleurs, l'École Technologie Supérieure, c'est elle qui a piloté ce projet, qui ont développé 24 expériences à distance qu'on pouvait se partager à distance. Ça veut dire que le cégep A pouvait utiliser l'équipement du cégep B et vice-versa. Et ce qui est intéressant dans ce développement-là aussi, c'est que l'étudiant pourrait, à partir de chez lui, se connecter au matériel et réaliser le travail demandé. Donc il va avoir, à travers une vidéo
une visualisation de ce qui se passe sur l'équipement qu'il contrôle, et puis la collecte des résultats et des mesures sur lesquelles il peut faire son rapport. Alors à côté de ce mode-là, on voit aussi se développer ce qu'on appelle le lab at home, c'est le laboratoire chez soi, qui est basé sur des équipements miniatures que la technologie permet aussi et qui font la fonctionnalité de plusieurs instruments en même temps, mais en utilisant un logiciel approprié qui fait les fonctions que feraient tous ces équipements-là. Et donc, à partir de là, à partir d'un petit kit comme celui-là, comme vous voyez, on peut remplacer des générateurs, des appareils de mesure et obtenir et conduire les travaux de laboratoire classiques chez soi. Ça voudra dire qu'il y a un minimum d'équipement que l'étudiant doit avoir. Alors, il doit l'acheter parce que c'est des mini-kits qui ne coûtent pas très cher, mais qui peuvent être achetés par petite équipe ou que l'institut ou l'institution peut en acheter un lot et les distribuer aux étudiants. Et ils peuvent à ce moment-là, de chez eux, réaliser les travaux et puis envoyer leur rapport et discuter avec l'enseignant sur ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est pour le génie électrique, par exemple, ce kit-là. Mais on va le retrouver aussi dans d'autres domaines, comme les sciences de la santé. On va trouver un peu le stéthoscope, l'appareil pour la mesure de la pression artérielle, qui sont connectables à l'ordinateur. Et le logiciel derrière cela fait tout le nécessaire pour permettre de réaliser les travaux de laboratoire classiques. Maintenant, si on s'intéresse aux étapes d'un laboratoire à distance du côté de l'étudiant, eh bien, dans le cas d'un laboratoire à distance, on distingue 3 étapes. Le prélat, qui est la phase préparative de laboratoire à distance. Le laboratoire à distance, donc l'exécution des mesures directes ou des manipulations directes. Puis le post-lat, c'est l'analyse et le rapport à donner. Ce qui est important dans cette première partie de prélat, c'est qu'on prépare au maximum l'étudiant. On va leur amener sur des sites qui montrent un peu les notions qu'on veut faire passer à travers ce travail de laboratoire. On va aussi lui permettre d'exploiter ou de découvrir l'équipement qu'il va utiliser avant de se connecter, de sorte que lorsqu'il arrive à la phase de laboratoire, il aura tout vu, sera bien préparé pour exécuter directement les travaux nécessaires. Puis après, il va ressortir pour faire son rapport et le remettre. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un laboratoire à distance où on est dans l'impossibilité d'accès aux équipements directs par l'étudiant? Eh bien là, on peut envisager des options. L'une des premières options, c'est filmer et enregistrer la manipulation et fournir la vidéo et les mesures effectuées. Par la suite, à partir de cette base-là, l'étudiant va pouvoir faire son analyse, faire son calcul et développer son rapport qu'il remettra à l'enseignant. Une deuxième option pourrait aussi envisager la prise de photos des étapes importantes de la manipulation et puis la communication, le transfert des mesures pour faire le rapport. Une troisième option serait de diffuser en direct la réalisation de la manipulation et partager les mesures effectuées. Dans ce cas-là, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité pour faire des réunions vidéo. Donc, on a la vidéo en direct qui est accessible et on peut envisager qu'un enseignant ou un technicien de laboratoire réalise la manipulation qui sera transmise en direct. Les étudiants vont voir ce qui se passe. L'enseignant va expliquer ce qu'il fait, peuvent poser des questions, discuter à distance. Puis par la suite, les mesures partagées vont servir pour que l'étudiant réalise son rapport et son analyse. Option 4, on peut proposer aussi des versions ou des résultats de réalisation de travail de laboratoire, donc différentes versions, et puis demander à l'étudiant d'identifier les différences entre ces réalisations, les erreurs, et puis développer sa vision critique, et puis réaliser le rapport de laboratoire sur cette lumière-là. Alors, à titre d'exemple, je vous montre un peu cette référence. C'est ce qui se passe dans ce collège Beauvalet qui est là, où en sciences infirmières, on va faire le laboratoire en ligne, donc en direct, par vidéo, où
où l'instructeur ou l'instructrice va faire les différentes manipulations, la vidéo va enregistrer cela, les étudiants vont voir, poser des questions, il va y avoir une discussion à distance. Et puis, à terme, les étudiants aussi, ils ont des mini-kits qui leur permettent aussi de faire un travail demandé et puis de renvoyer leurs travaux sous forme de vidéos qui seront analysés, qui seront notés, et le processus est exécuté actuellement dans ce cas, dans cette situation d'isolement aussi au niveau de ce collège. Alors là, on arrive à la deuxième alternative de laboratoire classique, c'est le laboratoire virtuel. Je vais distinguer une famille de laboratoires virtuels qui se fait par des simulations interactives, et aujourd'hui on trouve pas mal de sites web et d'organisations qui offrent des applications de simulation de différents domaines scientifiques faites, par exemple, c'est un site et une organisation qui se spécialise là-dedans. On va trouver des simulations pour les physiques, pour chimie, biologie, tous les domaines pratiquement. Donc on a des systèmes qui sont actifs, qui bougent, qui montrent ce qui se passe, le phénomène, les mesures, etc., qui permettent de faire un peu une belle simulation et la conduite d'un bon TP là-dedans. Simulink, c'est un outil de simulation très connu aussi dans le domaine scientifique et technique. Khan Academy aussi, on propose quelques-uns. Puis il y en a encore d'autres, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs options qui sont offertes à ce niveau-là. Il y en a aussi les laboratoires virtuels basés sur des logiciels de simulation où on fait des calculs, donc il y a un minimum de programmation à faire. Maple, par exemple, c'est un peu le logiciel spécialisé dans le calcul formel. MATLAB aussi, c'est un outil très, très utilisé, très puissant pour différents types de simulations. On a encore pas mal de solutions de ce genre-là. Alors, il y a donc une panoplie de solutions pour rattraper ou compenser l'impossibilité de réaliser dans de laboratoires classiques, dans le laboratoire avec l'équipement réel. Mais ceci mérite aussi quelques réflexions et quelques échanges autour de cela. J'aimerais tout d'abord faire la distinction entre les laboratoires dans les disciplines scientifiques fondamentales, entre guillemets, comme la physique, la chimie, etc. Et puis les laboratoires relatifs au domaine technologique, du génie ou de différentes techniques qui sont au niveau collégial. Et il est intéressant de pouvoir voir les différences entre ces deux catégories et les particularités de chacune de ces catégories. Alors, au niveau des connaissances et compréhensions, pour les deux types de laboratoires, les outils, disons, les simulations à distance ou les virtuels, permettent un peu de répondre à ces objectifs-là. Pour le laboratoire en sciences, l'objectif de base, au fait, c'est en général la vérification de lois et le renforcement de la théorie. Par contre, pour le laboratoire en technologie, en plus de cela, il y a souvent des procédures et des techniques de manipulation, donc de savoir-faire qui s'ajoutent à cela au niveau de ces laboratoires-là. Pour le lab en sciences, la question est de se mettre d'accord. Est-ce que la réalisation de laboratoire à distance ou de laboratoire non conventionnel permet d'atteindre ces objectifs? Et je dirais qu'il y a de fortes chances pour qu'on arrive à cela avec ça. Au niveau des laboratoires en technologie, ces outils alternatifs permettent en partie l'atteinte de ces objectifs-là, mais il faut aussi voir la nécessité d'un complément pratique qui permet de rattraper un peu dans une deuxième phase, peut-être ultérieurement, ces compétences et ces techniques de manipulation qui sont nécessaires dans la formation technologique. Mais dans tous les cas, c'est la créativité et le jugement des enseignantes et enseignants qui seront à l'épreuve selon les spécificités de l'enseignement concerné. C'est aux enseignants d'imaginer ce qui convient, ce qu'on peut retenir, quel mode de laboratoire, de remplacement qu'on peut utiliser dans la circonstance, et puis de penser ultérieurement à la solution hybride, je pense,
Mais là, il faut engager une réflexion plus générale au niveau aussi de l'administration, parce que cette hybridation devrait entraîner une diminution du temps de laboratoire réel, et c'est très intéressant du point de vue coût, du point de vue investissement, sans toucher au rôle de l'enseignant qui devra être toujours derrière tous ces modes-là. C'est lui qui pilote tout cela et c'est lui qui contrôle la réalisation de ces différents modes de laboratoire. Voilà, je vous remercie, on atteint la fin et j'espère que ça vous donnera quelques idées de réflexion. Merci.